C'est l'heure des partis pris. François Langlais pour l'économie, Ruth Elkrief pour la politique et Amnous Chalmani pour l'international. Ravi de vous voir, Amnous. Oui, c'est la première fois. Mais oui, c'est notre première. J'en suis ravie ce soir. Soyez la bienvenue. François qui nous rejoint. Et on va commencer par vous, Ruth. Car Nicolas Sarkozy ira en prison demain à la prison de la Santé après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne. C'est une première, un ancien chef de l'État derrière les barreaux. On sait que Nicolas Sarkozy a été reçu discrètement à l'Élysée et qu'Emmanuel Macron a expliqué qu'il était normal de le recevoir sur le plan humain avant son incarcération qui suscite beaucoup de réactions, de commentaires qui déchaînent les passions, Ruth. Oui, certains, ceux qui n'aiment pas Nicolas Sarkozy, soyons clairs, parlent d'une campagne de communication bien orchestrée. D'autres, ceux qui l'aiment bien, au contraire, parlent d'un élan d'affection et de fidélité. Dans tous les cas, l'incarcération demain de Nicolas Sarkozy, alors que, et ça c'est objectif malgré tout, il ne présente pas une menace immédiate, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'ordre public, dans le cadre de l'affaire libyenne, mais cette incarcération, elle suscite de nombreuses passions. Après, lui-même, un entretien à la Tribune dimanche où il a réaffirmé qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il gardait la tête haute, y compris devant les portes de la Santé, qu'il ne demandait aucun privilège. C'est sa famille d'abord qui se mobilise pour l'accompagner dans cette épreuve. Ses fils Louis, Jean et Pierre ont donné rendez-vous pour manifester et le saluer avant qu'ils partent pour la prison de la Santé. Attention, ils ont précisé, ce rassemblement n'a rien de politique, il s'agit ni d'une protestation, ni d'une dénonciation. C'est simplement un geste de soutien, un témoignage silencieux et digne d'une patrie reconnaissante envers un homme qui lui a consacré sa vie. C'est ce qui explique le Benjamin Louis sur X. Alors, ses enfants, donc ses femmes, ses anciennes épouses et sa femme Carla, avaient manifesté leur soutien, par exemple, pendant le procès et depuis. Et puis, il y a ses amis politiques qui lui expriment un soutien très démonstratif et c'est intéressant parce que ça parle bien de la personnalité du personnage Nicolas Sarkozy qui a noué avec ses anciens ministres ou ses compagnons des liens très forts qui ont résisté au temps et aux difficultés. Il a d'ailleurs réuni ses collaborateurs juste après la condamnation et ils ont été nombreux à être présents. Aujourd'hui, il y a plusieurs élus qui ont signé une tribune dans le Figaro, dont François Baroin, le maire de Tours, ou Christian Jacob et Renaud Muselier. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce sont des Chiraciens historique et cette tribune c'est une sorte de réconciliation des familles de la chiraco-sarkozyste en disant on a tous vécu, on a tous été compagnons, on se souvient de toi, tu as servi la France et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de messages politiques qui évidemment sont transmis à travers ce soutien comme une forme de réconciliation après les déchirements de ces familles-là. Alors un soutien qui a été un peu plus contesté aujourd'hui, celui de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a annoncé qu'il lui rendrait visite. Écoutez. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est un détenu extrêmement sensible pour l'administration pénitentiaire. Le travail de protection doit être important. Voilà. Et puis, plus original, les conseils amicaux de Patrick Balkany, qui a vécu l'expérience. Il faut qu'il aille faire du vélo, du sport dans la salle. Il va lire et écrire encore plus que d'habitude. Il résistera. Vous l'avez évoqué discrètement en effet, alors que les relations s'étaient un peu refroidies entre les deux hommes. Emmanuel Macron a aussi reçu l'ancien président vendredi et il s'en est expliqué. C'était cet après-midi au cours d'une conférence de presse pendant son voyage en Slovénie. Écoutez. Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Édouard Balladur, son ancien mentor, elle s'est aussi rendue à son domicile pour le réconforter. Des anonymes ont aussi énuméré sur les réseaux sociaux les mérites de l'ancien président, libération des infirmières bulgares, libération de Florence Cassez au Mexique, de l'otage franco-israélien Gilad Shalit, le face-à-face avec Human Bomb à Neuilly. Bon voilà, pour les passions positives, j'ai envie de dire, ce qu'il a déclenché finalement comme réflexe de soutien, réflexe de solidarité. Mais
bon, y ont répondu aussi, évidemment, des commentaires plutôt secs, des associations anticorruption qui se félicitent d'une décision historique, qui voient ainsi un ancien président traité comme un justicier lambda. L'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a aussi mis en garde. Il y a une décision de justice, ça ne tombe pas de n'importe où. Voilà, il y a un appel possible. Nicolas Sarkozy pourra faire valoir ses droits, il pourra présenter des demandes de mise en liberté. Ma seule préoccupation, c'est que l'on ne peut pas démolir toute l'institution judiciaire. Voilà, enfin, l'association des victimes du décès d'Isdutea, qui était partie civile pendant le procès, a exprimé plutôt de l'indignation devant l'émotion injustifiée, selon ses membres, autour de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et je voudrais finir par ce sondage ELAB qui date du 1er octobre et qui indique que 60% des Français qualifiaient la peine de juste et 72% étaient choqués par les attaques contre la justice. Du coup, le plus célèbre traité de la vie politique française continue de faire l'actualité, évidemment. Il a eu cette phrase: ils ont voulu me faire disparaître, ils vont me faire renaître. Et il y a une sorte aujourd'hui, finalement, de soutien politique autour de cette condamnation, mais ce qui sans doute adoucit peut-être la violence de la situation pour lui. Par ailleurs, ses avocats ont d'ores et déjà prévu de déposer une demande de remise en liberté conditionnelle qui devrait être examinée dans 2 mois au maximum, et ils sont assez optimiste sur une réponse positive. Voilà le tableau de cet événement qui effectivement est historique et qui montre à quel point le personnage de Nicolas Sarkozy, malgré sa retraite très théorique de la vie politique, continue d'influencer les uns et les autres et de marquer son empreinte. Ça ne laisse personne indifférent, hein. Ça ne vous surprend pas, François? Non, bien sûr. Moi, ce qui m'étonne, c'est les coïncidences de l'actualité, c'est la concomitance de ça et du cambriolage au Louvre. C'est un peu la même chose. Ah bon? C'est-à-dire, tous les symboles tombent, quoi. Vous voyez, ces 2 événements me semblent renvoyer une même réalité. C'est l'incroyable affaissement du pays, dans tous les domaines. Et alors, quelles que soient les opinions qu'on a sur la culpabilité, etc., on enferme un homme, mais on enferme un président de la République. De ce point de vue, il y a une espèce de... Le monstre se dévore lui-même, quoi. Et c'est la République qui est atteinte, finalement, à travers Nicolas Sarkozy. Alors, on ne va pas rentrer dans le... fort, François, parce que Ruth nous dit, il y a ce sondage, les Français... Oui, alors, il date juste au lendemain... le sondage, c'est une chose. Mais... Moi, je vous livre mon sentiment, Marie-Hélène. C'est le sentiment de citoyen, qui n'a rien de représentatif. C'est que, il me semble que on a à la fois les joyaux de la couronne volés, et puis la République en prison. C'est un peu la même histoire. Ouais, l'idée de la prison, alors on l'a dit plusieurs fois ici le jour de la condamnation, l'idée de la prison alors qu'il n'y a pas d'atteinte ni de trouble à l'ordre public évident est une question qui continuera d'être discutée et discutable, évidemment. Non, mais le sondage, vous avez raison de rappeler quand il a été fait, mais le sondage est quand même intéressant sur les Français qui disent la peine est juste, les attaques contre la justice sont injustifiées. Amnous. 50%, un peu plus de 50% des Français sont pour le retour de la peine de mort aussi. Et à peu près 80% des Français sont aussi pour réguler davantage l'immigration irrégulière. Et pourtant... c'est pas des sujets qui sont d'actualité et je sais pas, c'est se baser sur des sondages. Moi, j'ai beau relire l'affaire association de malfaiteurs, j'arrive toujours pas à la comprendre, étant donné que les preuves de corruption n'ont pas été prouvées. Donc ça, c'est encore une raison pas assez bonne pour attaquer la justice. Et le grand scandale, c'est l'après, c'est les attaques contre la justice qui sont inadmissibles parce que ça abîme encore un peu plus contre notre République. Mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher, comme François, de lier le vol du Louvre, qui est quand même plus qu'une institution, un symbole de la France, et le fait que demain, nous allons voir un ancien président de la République derrière les barreaux. Et que ça, qu'on le veuille ou non, même si c'est peut-être, c'est de toute façon une pensée magique, j'ai lié les deux et je me suis dit, et puis l'état quand même de la France, je me suis dit, ça va quand même pas très bien, quoi. T'as l'impression que tous les symboles
effectivement, quand les symboles tombent, je passe mon temps à dire qu'on se base trop sur les symboles, mais quand tout s'effrite et tous les symboles disparaissent, là, effectivement, ça fout le cafard. Alors, moi, ce que je peux vous dire comme lien avec les deux, c'est qu'en tout cas, les deux événements sont largement commentés quand vous lisez la presse à travers le monde. Ouais. François, l'économie, parce qu'on en parlait, les députés qui débattent depuis ce matin sur le budget 2026, marqué par 14 milliards d'euros supplémentaires. Vous leur dites, soyez raisonnables ? Oui, il y a de quoi. Vous savez, vendredi, il y a eu un événement qui a quand même... était assez important, c'est une nouvelle dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's. On est passé de AA- à A+. Bon, alors c'est des termes un peu techniques, mais il faut rappeler que c'est la 4e dégradation. Il y en a eu une sous Nicolas Sarkozy, justement en janvier 2012, une autre sous François Hollande, et c'est la seconde sous Emmanuel Macron. Elle est anticipée par rapport au calendrier parce que c'est la conséquence directe de la suspension de la réforme des retraites qui devait avoir un effet sur les comptes. Que dit exactement Standard & Poor's ? Que l'incertitude reste élevée en France à cause de la situation politique la plus instable depuis 1958. Que le redressement budgétaire sera plus long que prévu parce qu'il n'y a pas de consensus politique à ce sujet, alors que en plus, ils connaissent bien notre pays, se profile l'élection présidentielle de 2027 qui est toujours propice aux promesses budgétaires et donc au dérapage de coûts. Ils disent également qu'il n'y aura pas ou peu de croissance à attendre en 2026 à cause des perspectives de hausse d'impôts qui fait que les Français, ils préfèrent épargner en se disant on va nous taper dessus, mieux vaut être prêt. Et ils donnent un chiffre de déficit budgétaire possible pour la France, le plus probable selon eux en 2026, 5,3% du PIB. Ils disent, voilà, c'est notre pronostic. Ça voudrait dire qu'on n'a quasiment pas progressé entre 5,4 aujourd'hui et 5,3 l'année prochaine. Conséquence, la dette devrait atteindre 121% du PIB en 2018 contre 112% à la fin 2024. Seul point optimiste, la charge de la dette, elle devrait progresser relativement modérément grâce au fait qu'on a un horizon moyen de dette qui est de 8 ans et demi. Donc l'impact de la hausse des taux est très progressif. D'ailleurs, je vous propose de découvrir ce que disait Roland Lescure, notre ministre des Finances, qui a commenté justement cette déclaration et qui disait « Il s'agit d'un appel à la lucidité, à la responsabilité, mais surtout un appel au sérieux. » Il a raison. Et alors, il a préparé une copie de départ. On en a parlé tout à l'heure avec une très relative austérité en matière de dépenses budgétaires, de crédit public, une année blanche pour un certain nombre de prestations sociales, et puis des augmentations d'impôts de 14 milliards, l'impôt sur le revenu, impôt sur les riches, impôt sur les entreprises, il y a un peu de tout. L'effort tel qu'il est calibré par le gouvernement devrait nous porter à 4,7, c'est les chiffres que je citais tout à l'heure. Bon, Sébastien Lecornu a déjà défini une marge de tolérance. Mais Standard & Poor's va plus loin avec son 5,3, et c'est là où justement une adresse aux députés s'impose, parce que il y a 3 tentations parlementaires qu'on voit poindre d'ores et déjà, et qui poindront pendant tous les jours du débat. La première, c'est d'augmenter les impôts, ce qui n'est pas si favorable au budget, parce que ça minore la croissance et donc les recettes fiscales. La deuxième tentation, c'est celle d'indexer malgré tout un certain nombre de prestations sociales, qu'on le fasse pour les plus démunis, bien entendu, mais attention à la masse, parce que il s'agit là encore d'essayer de tenir le fil. Et puis la troisième, éternelle tentation française, augmenter les crédits, ici ou là, pour soutenir tel ou tel secteur, pour soutenir tel ou tel groupe qui se défend bien et qui fait valoir ses intérêts auprès des parlementaires. Et j'en parlais justement il y a quelques jours avec Bruno Le Maire, notre ancien ministre des Finances, dans un entretien qui a été diffusé sur TF1+. Passionnant. Et je lui demandais s'il ne se sentait pas coupable des 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. On lui en a fait beaucoup le reproche il y a 15 jours, au moment de son éviction du gouvernement. Voici comment il répond, je vous propose qu'on l'écoute. Quelle fourberie d'abord de la part de tous ceux qui, pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, n'ont cessé de me demander de dépenser plus. Qui tous circulaient dans mon bureau, tapaient à la porte et disaient il nous faut plus pour les boulangers, pour les artisans, pour les commerçants. Il nous faut une aide plus forte sur l'électricité, sur le gaz. Vous ne pouvez pas débrancher les aides, vous ne pouvez pas retirer le quoi qu'il en coûte. Ils venaient tous gémir, pleurer dans mon bureau pour que je dépense plus. Ils ont tous déposé des amendements qui représentent des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Mais tous, la droite, les oppositions, le Rassemblement national, tous.
Voilà, et ça n'exonère peut-être pas Bruno Le Maire de ses responsabilités, mais il dit quelque chose à quoi nous devons prendre garde. Oui, c'est vrai, le langage cash était très intéressant et vraiment votre podcast suscite l'intérêt. L'international avec vous, Amnous. En préparant cette émission, j'étais sûre que cette campagne allait vous faire réagir. Elle a déclenché votre colère. Racontez-nous. Non, mais inévitablement, parce que la première chose que j'ai fait, c'est vérifier si c'était pas quelque chose de faux, si c'était pas encore une blague. Mais non, cette affiche fait partie, vous allez la voir tout de suite, de la campagne de communication de NUFAM pour marquer le 25e anniversaire de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Donc vous voyez, l'image montre des femmes portant la burqa, des femmes qui portent exclusivement la burqa. Il n'y a pas de diversité. Elles portent toute la burqa. Et autant dire que ce sont des femmes, on les reconnaît pas puisque le visage est couvert. Donc elles n'ont pas d'individualité. Donc elles n'ont pas d'existence. Elles sont interchangeables. Autant dire que c'est des fantômes. Moi, c'est toujours ce qui me choque avec le fait de recouvrir le visage, c'est le fait de les transformer en ombre, en fantômes. Le tout accompagné du slogan When Women Lead, Peace Follows. Quand les femmes dirigent, la paix suit. Ça aussi, ça peut être sujet à débat. Moi, je déteste qu'on essentialise, donc les femmes feraient mieux que les hommes. Reste encore à voir. Alors, c'est d'autant plus l'ironie vient qu'en montrant exclusivement des femmes portant la burqa, qui est donc un vêtement politique, qui symbolise précisément l'absence d'existence politique, culturelle, économique, juridique des femmes, en quoi est-ce que c'est des femmes qui dirigent ? Parce que justement, c'est l'image symbolique la plus forte. Alors je rappelle, pour les distraits, que les femmes sur burqa donc ne dirigent rien du tout, elles sont victimes du patriarcat du vrai. Il n'a jamais existé un pays, et il n'existe pas de pays où la burqa est obligatoire, et où les femmes dirigent. Ça n'existe pas, il n'y a pas de progrès pour les femmes, encore moins de droits. J'y reviendrai. Et il est croustillant, évidemment, de remarquer que l'Arabie Saoudite, où est né le voile intégral, parce que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas religieux, le voile intégral, c'est une création du wahhabisme, qui est la branche la plus radicale de l'islam, et c'était en Arabie Saoudite exclusivement qu'elle existait. Donc, même là-bas, le voile a commencé, le voile et la burqa ont commencé à reculer dès 2018, quand le prince héritier Mohammed Ben Salman MBS a donné une interview à CBS où il dit, je le cite, les lois sont très claires et stipulées dans les lois de la charia, les femmes doivent porter des vêtements décents et respectueux comme les hommes. Rien que cette phrase est déjà en soi révolutionnaire. Cela ne précise toutefois pas particulièrement qu'il s'agit d'une abaya noire ou d'un voile noir. La décision revient entièrement aux femmes. Recroustillant, le cheikh Abdullah Al-Mutlaq, membre du Conseil des oulémas, c'est peu dire, avait même soutenu la position de MBS en affirmant que, je cite, plus de 90% des femmes musulmanes pieuses dans le monde musulman ne portent pas d'abaya. Donc, c'est-à-dire, que demande le peuple? Donc, je rappelle toujours, pour les distraits, que dans les pays où le port de la burqa est obligatoire, et l'exemple afghan est flagrant, puisque là, depuis le retour des talibans en août 2021, elles n'occupent évidemment, les femmes, pas de poste gouvernemental. Elles sont interdites d'éducation secondaire universitaire, exclues de tous les emplois, y compris dans les ONG. Elles ne peuvent plus chanter ou réciter de la poésie en public. Il faut éviter qu'on entende leur voix dans l'espace public. Elles ne peuvent plus non plus fréquenter les hammams pour se laver, alors que toutes les maisons ne sont pas pourvues d'eau courante. Donc, comment elles font pour se laver, c'est un mystère. Elles ne peuvent pas fréquenter les parcs, même accompagnées d'enfants. Elles ont besoin de tuteurs pour le moindre mouvement, et encore moins, évidemment, voyager à l'étranger, parce que les tuteurs les interdisent. Le paradoxe est donc flagrant, voire délirant. ONU Femmes dénonce régulièrement, d'un autre côté, ces restrictions talibanes comme la plus grave crise des droits des femmes au monde, un système institutionnel de pression fondé sur le genre, et même un crime contre l'humanité. Et dans le même temps, elle préfère mettre des femmes exclusivement en burqa sur une affiche pour défendre quoi ? Non mais vraiment, c'est là où je comprends pas le leadership féminin représenté par des femmes qui n'ont absolument aucun droit et qui souffrent et qui meurent sous cette burqa. Alors, c'est pas la première fois que l'ONU Femmes est épinglée pour ses tendances à caresser les islamistes dans le sens de la barbe. En octobre-novembre 2023, ONU Femmes avait déjà été sévèrement critiquée partout dans le monde pour avoir tardé 47 jours, je dis bien 47 jours, avant de condamner les crimes sexuels commis par le Hamas le 7 octobre 2023 contre les femmes israéliennes. Et lorsque finalement ils avaient publié un communiqué, je cite, condamnant les attaques brutales du Hamas, l'organisation l'avait supprimé au bout de 1 heure et remplacé par une version qui omettait la condamnation du Hamas et réclamait juste
la libération des otages sans mentionner les femmes. Ça avait donné lieu à la naissance au hashtag MeToo unless you're Jew, MeToo sauf si tu es juive. Sans l'ombre d'un doute, l'ONU Femmes, au lieu de promouvoir l'égalité universelle des droits, préfère relativiser les contextes de pression au nom du respect culturel ou de la diversité. C'est bien le malheur, parce que globalement, là je parle d'ONU Femmes, mais les institutions internationales ont une réaction extrêmement, j'allais dire prudente pour ne pas dire lâche, de peur d'être traité d'islamophobe. Ce qui est quand même réduire tout le monde musulman à l'extrémisme, qui sont pas capables d'entendre une critique et qui vont tout de suite mais non. C'est les premières victimes de l'islamisme sont des musulmans. Donc déjà, je trouve qu'il y a une très mauvaise image des musulmans qui est véhiculée par cette autocensure. Et dès qu'effectivement les pratiques oppressives, qu'elles n'ont aucun mal à dénoncer quand elles viennent de pays occidentaux, j'allais dire hors Sud global, dès qu'il s'agit de pays arabo-musulmans, là, il y a quand même un silence. Et effectivement, l'ONU a changé. Et ce que je trouve très positif, que tous les pays aient accès aux commissions par un roulement, ce qui en soit sur le papier quelque chose de très positif. Mais ce qui fait que quand même, énormément de pays mettent de l'argent sur la table, font un lobbying beaucoup plus féroce que d'autres. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve avec l'élection au poste de président de l'Arabie Saoudite à l'unanimité des 45 membres de la commission de la condition de la femme de l'ONU en mars 2024. Alors je veux bien qu'il y ait des progrès en Arabie Saoudite, mais ici même, j'avais parlé de ces centres de rééducation pour femmes qui continuent d'exister, où on enferme des femmes qui osent la rébellion. C'était mais c'est absolument édifiant et absolument qui dit quand même que la vitrine saoudienne est de plus en plus belle, mais que quand on creuse, ça ne va toujours pas. Donc cette évidente incohérence est dangereuse pour l'ONU, c'est l'inclusivité est illusoire, la porte de l'accusation d'islamophobie ne dit rien d'autre que la lâcheté, les pressions politiques de certains États membres disent de la fragilité de l'ONU, et au final, je vous dirais qu'elle a plus de crédibilité depuis longtemps, oui. Mais là elle s'enfonce. Où sont les manifestations pour les femmes afghanes? Exactement. Bah, Amnous, les femmes ont déjà le droit de respirer, c'est pas mal déjà, non? Ouais, elles ont sont elles dans nos pays occidentaux. Et là, elles respirent pas. Et en Afghanistan, tout ce qu'on a comme témoignage, c'est de pire en pire. Et je trouve que l'absence de réaction en Occident est quand même, c'est que vous ne nous concernez pas parce que vous êtes là-bas. Parti pris très fort, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup Amnous, Ruth et François.